Bonjour à tous, merci d'être présent ce midi pour assister à ma présentation de mémoire. Donc, avant de commencer, je me présente. Donc, moi, c'est Antoine Pierre, je suis actuaire aux assurances du Crédit Mutuel et je travaille principalement sur les problématiques liées à Solvabilité 2 et IFRS 17, sur les périmètres non-vie et assurance de personnes. Donc, l'objectif aujourd'hui est de vous présenter mon sujet de mémoire que j'ai réalisé au sein du pôle de réassurance non-vie de Covea. Le sujet porte sur l'amélioration de la modélisation de la sévérité des traités en excédent de sinistre via une approche par la théorie des valeurs extrêmes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation. Je les regarderai à la fin et je tâcherai d'y répondre. Donc, la soutenance, cette présentation de mémoire va se dérouler en 5 temps avec une première partie introductive qui permettra de présenter le contexte, la problématique et les objectifs poursuivis durant l'étude. Le chapitre suivant permettra d'exposer brièvement la théorie des valeurs extrêmes et la justification de son utilisation dans le cadre de l'étude. Le troisième chapitre permettra de vous présenter les hypothèses et les modèles retenus, tandis que le quatrième chapitre permettra d'appliquer ces différents modèles sur des données réelles. Donc, commençons par introduire le contexte et la problématique de l'étude. L'objectif du mémoire porte sur l'amélioration de la modélisation de la sévérité des traités en excédent de sinistre. Ces traités sont composés de tranches de réassurance et ces tranches sont généralement notées CXSD, où D représente la priorité de la tranche, également appelée franchise, C la portée, également appelée capacité, et la somme de D et C représente le plafond de la tranche. Concrètement, ce type de couverture fonctionne de la manière suivante. Si l'on considère un montant de sinistre X, alors il est possible d'exprimer le montant à charge supporté par le réassureur Y de la manière suivante. Si le montant du sinistre est inférieur à la priorité, alors le coût supporté par le réassureur est nul. Si le montant du sinistre est compris entre la priorité et le plafond de la tranche, alors le coût supporté par le réassureur est égal au montant du sinistre soustrait de la priorité. Et enfin, si le montant du sinistre est supérieur au plafond de la tranche, alors le coût supporté par le réassureur est plafonné à la portée. Donc, ce type de couverture qui est proposé par la réassurance a un coût qu'il convient d'estimer. Pour ce faire, plusieurs méthodes existent en réassurance. La première méthode, qui est une méthode de tarification classique en réassurance, qui est basée sur l'expérience du portefeuille de la cédante, est la méthode du burning cost. Cette méthode est simple et intuitive. Elle consiste pour chaque année d'historique à estimer un taux pur de réassurance en calculant le rapport entre la charge annuelle cumulée de l'année et l'assiette de primes associée. Donc, prenons un premier exemple où une cédante souhaite se couvrir à l'aide d'une tranche de 2 millions en excès de 1 million. La cédante fournit une liste de ses sinistres et si l'on regarde donc pour l'année 2021, il y a 3 sinistres. Un sinistre à 1,6 million, donc à charge de 600 000 pour la réassurance. Un second sinistre de 500 000, inférieur au 1 million, donc la charge supportée par le réassureur est nulle. Et un troisième sinistre de charge de 250 000 pour le réassureur. On obtient la charge annuelle cumulée et en rapportant cette charge à l'assiette de prime de l'année, on obtient un taux burning cost pour 2021 de 1,042%. In fine, pour obtenir le taux pur pour l'année 2022 à l'aide de cette méthode, il suffit de faire la moyenne des taux burning cost calculés précédemment. Donc, si l'encaissement estimé de la cédante pour 2022 est de 100 millions, alors la prime pure hors chargement éventuel exigée par le réassureur pour offrir cette couverture vaut 1,285% fois les 100 millions, donc ça nous fait 1 285 000 pour cette couverture. Cette méthode, elle fonctionne bien lorsque la tranche est travaillante, c'est-à-dire lorsqu'il y a des sinistres qui atteignent la priorité dans l'historique de la cédante. Lorsque ce n'est pas le cas, cette méthode présente un inconvénient de taille puisqu'on ne peut pas estimer le taux des taux burning cost pour chaque année. Donc, regardons cette fois-ci le second exemple où la cédante souhaite se couvrir à l'aide d'une tranche de 30 millions en excès de 15 millions. La cédante fournit la même liste de ses sinistres. Il n'y en a aucun qui atteint la priorité. Et donc, les taux burning cost sont nuls et in fine, le taux pur estimé pour cette couverture est nul. Et cela n'est pas cohérent dans la mesure où le portefeuille de la cédante est exposé à cette couverture, mais non sinistré.
Donc, pour pallier à ce problème, il y a d'autres méthodes de tarification qui existent en réassurance, notamment les méthodes probabilistes. Donc, l'approche probabiliste retenue repose sur le modèle collectif où la charge des sinistres s'exprime comme la somme de montants individuels. Dans ce modèle, les montants de sinistres sont représentés par des variables aléatoires xi supposées indépendantes et identiquement distribuées. Dans ce modèle, une même police peut donner lieu à plusieurs sinistres. Le nombre de sinistres est quant à lui modélisé par une variable aléatoire grand N supposée indépendante du montant des sinistres. Donc, on a le nombre de sinistres d'un côté et le montant des sinistres de l'autre est totalement indépendant. De ce modèle découle une formule pour calculer la charge moyenne du portefeuille comme le produit entre le nombre moyen de sinistres et le coût moyen d'un sinistre. Donc, dans ce modèle, on doit d'une part estimer une fréquence et de l'autre estimer une sévérité. Dans l'outil de tarification initial du pôle de réassurance de Covéa, le nombre de sinistres était modélisé uniquement par une loi de Poisson de paramètres lambda. Donc, la fréquence ne fait pas l'objet d'une étude spécifique dans ce mémoire et la méthodologie est conservée de l'outil déjà en place. Le mémoire se concentre sur la modélisation de la sévérité qui est représentée ici par la variable aléatoire grand X. Donc, dans l'outil initial, cette sévérité pouvait être modélisée uniquement à l'aide d'une loi de Pareto. Donc, tout l'objectif de ce mémoire est d'améliorer la modélisation de la sévérité et d'estimer ce coût moyen pour une tranche de réassurance donnée. Dans le contexte de tarification d'un traité en excédent de sinistre, cette espérance peut s'exprimer à l'aide de la fonction de survie de la variable aléatoire qui modélise les sinistres. Si on note pi-dc, le coût moyen à charge de la réassurance, le coût moyen s'exprime comme l'intégrale entre la priorité et le plafond de la tranche de la fonction de survie. Donc, graphiquement, le coût moyen, c'est en fait l'air sous la fonction de survie entre la priorité et le plafond de la tranche de réassurance. Donc, l'actuaire doit déterminer la distribution qui engendre les données et qui permet de rendre compte du risque, même dans les tranches hautes non travaillantes, pour ensuite estimer le coût moyen à charge du réassureur. Donc, les enjeux de ce mémoire pour le pôle tarification de la DRAI sont multiples et convergent vers un objectif qui est celui d'optimiser la modélisation de la sévérité des traités en excédent de sinistre. Cet objectif peut se décomposer en trois parties. La première qui consiste à compléter la modélisation de la sévérité de l'outil de tarification initial. Donc, comme je l'ai dit, initialement, seule la loi de Pareto était disponible. Donc, il va y avoir l'ajout de 5 nouvelles distributions. Le second point consiste à améliorer la modélisation de la sévérité, en particulier dans les tranches hautes non travaillantes dans lesquelles une modélisation classique à une loi peut s'avérer mauvaise. Et donc, un modèle à deux distributions qui permet d'accorder une attention particulière aux sinistres extrêmes sans pour autant focaliser toute la modélisation sur ces sinistres est proposé. Et enfin, tous ces développements théoriques ont fait l'objet d'une mise en pratique avec le déploiement d'une application de modélisation via l'interface AirShiny. Donc, je vous présenterai cet outil à la fin de cette présentation. Donc, tarifer un traité XS par l'approche probabiliste à l'aide d'un modèle collectif consiste à calculer un coût moyen entre la priorité et le plafond de la tranche du traité. Cette estimation est rendue difficile lorsque la tranche en question n'est pas travaillante. Dans ces cas-là, l'actuaire doit être capable d'estimer un coût moyen dans des grandeurs qui appartiennent à la queue de distribution des sinistres. La théorie des valeurs extrêmes offre un cadre solide pour étudier ces valeurs qualifiées d'extrêmes. La théorie des valeurs extrêmes peut se scinder en deux. Une première partie qui est l'étude de la distribution du maximum de l'échantillon. Donc, bien qu'intéressante, cette approche est trop restrictive pour l'actuaire qui souhaite étudier ici la queue de distribution des sinistres et pas seulement la valeur maximale de l'échantillon. C'est pourquoi, dans le cadre de l'étude, c'est l'approche Peak over the threshold qui est utilisée. Cette approche permet d'étudier la queue de distribution des sinistres à l'aide d'une loi de Pareto généralisée.
Il y a un théorème en théorie des valeurs extrêmes qui formalise ce résultat, c'est le théorème de Pickens, qui suggère qu'il existe un seuil U suffisamment grand pour que la loi de Pareto généralisée soit une bonne approximation de la loi des excès. Et donc, en choisissant un seuil adéquat, une loi de Pareto généralisée peut être utilisée pour modéliser les sinistres supérieurs à ce seuil. Il faut alors être en mesure de déterminer le seuil. Ce dernier ne doit pas être trop petit au risque que ce théorème ne soit plus valide. Et ce seuil ne doit pas non plus être trop grand au risque que le nombre de données disponibles pour estimer les paramètres de la loi ne soit plus suffisant. Pour sélectionner ce seuil, différents outils existent et sont issus donc, de la théorie des valeurs extrêmes. La plupart de ces outils sont graphiques et reposent sur les propriétés de la loi de Pareto généralisée. Donc, tout à l'heure, je vais vous illustrer ça sur un exemple. Donc, je les ai nommés ici, mais on va les revoir ensuite. Donc, pour tarifer une tranche d'un traité en excédent de sinistre par l'approche probabiliste, il faut être en mesure de calculer l'aire sous la courbe de la fonction de survie entre la priorité et le plafond de la tranche. L'actuaire doit donc approcher de la meilleure manière la distribution de probabilité des sinistres en estimant une fonction de répartition. Donc, initialement, lorsque les actuaires du pôle tarification souhaitaient utiliser l'approche probabiliste pour modéliser les sinistres, seule la loi de Pareto était à leur distribution pour modéliser le coût à charge de la réassurance. Donc, bien que la loi de Pareto soit une loi de référence en réassurance, avec même des paramètres, des valeurs de marché pour son paramètre de forme alpha, il arrive que cette loi ne soit pas adaptée sans qu'une autre alternative ne soit réellement disponible. Donc, dans ces cas-là, la loi était utilisée par défaut. Donc, dans un premier temps, le nombre de lois est étendu à 6 avec l'ajout de ces lois, donc V-bulle, log normal, gamma, exponentielle et normale. Donc, outre le simple fait d'ajouter ces lois, il faut être capable d'estimer les paramètres, de définir des critères de sélection permettant de choisir la loi la plus adaptée, et enfin, il faut être capable de calculer le coût moyen à charge, donc l'aire sous la fonction de survie des données. Pour l'estimation des paramètres, c'est la méthode du maximum de vraisemblance qui a été retenue. Dans certains cas, il existe des formules fermées pour obtenir la valeur des paramètres qui maximisent la vraisemblance. Dans d'autres cas, il faut avoir recours à des algorithmes itératifs initialisés à partir de la valeur des estimateurs obtenus par la méthode des moments. Concernant les critères de sélection, je ne m'étends pas dessus, on va les voir ensuite. On va les voir par la suite. L'inconvénient de ces lois qui ont été ajoutées est que ce sont des lois à queue fine, mal adaptées pour représenter le risque des tranches hautes. C'est pourquoi on a décidé de construire un modèle à 2 lois. En effet, en réassurance, les plus gros sinistres peuvent gouverner la distribution de la sinistralité. C'est pourquoi une attention particulière doit être apportée à ces montants sans pour autant focaliser toute la modélisation sur ces sinistres extrêmes. L'idée d'une modélisation par 2 lois consiste à définir un seuil des extrêmes, à modéliser les sinistres inférieurs au seuil des extrêmes à l'aide d'une loi de densité F1, donc une loi usuelle classique, donc typiquement une des lois qui ont été ajoutées à l'outil, et de modéliser les sinistres supérieurs au seuil à l'aide d'une loi de Pareto généralisée, donc en lien avec le théorème de Pickens. Et ensuite, avec ces 2 densités, on construit une nouvelle distribution comme combinaison convexe de ces densités. Donc à ce stade, il existe une multitude de choix pour la loi sous le seuil des extrêmes et le paramètre de pondération. Donc dans ce mémoire, 2 modèles à 2 lois sont proposés. Le premier repose sur l'hypothèse que la loi utilisée sous le seuil des extrêmes est la même que dans le modèle à 1 loi. Donc, dans ce modèle, on va déjà déterminer la meilleure loi qui modélise l'ensemble des sinistres. On va estimer ces paramètres sur l'ensemble de la sinistralité. On va ensuite déterminer un seuil des extrêmes. On modélise les sinistres supérieurs au seuil des extrêmes à l'aide d'une loi de Pareto généralisée. Et on va raccorder ces 2 lois. Et donc, ici, on voit avec la formule pour la densité de cette fonction,
de ce modèle qu'entre le seuil de modélisation S et le seuil des extrêmes U, la loi sous le seuil est la même que dans le modèle à une loi. Ensuite, au-delà du seuil des extrêmes U, on a la loi de Pareto généralisée qui vient compléter à l'aide d'un coefficient de pondération qui permet d'assurer la continuité de la fonction. De cette densité, on obtient une fonction de répartition et c'est donc l'air au-dessus de cette fonction de répartition qui est utilisée pour estimer le coût moyen à charge de n'importe quelle tranche de réassurance. Donc, l'avantage de ce modèle, c'est de conserver la modélisation effectuée par le modèle à une loi. Et ce modèle permet d'alourdir directement la queue de distribution en la complétant par une loi de Pareto généralisée. Donc, on peut étudier directement l'impact de la loi de Pareto généralisée pour modéliser la queue de distribution. Donc, ce modèle à deux lois, par la suite, je l'appelle modèle à deux lois usuel parce que la loi sous le seuil, c'est une loi, on va dire, classique. Le second modèle à deux lois qui est utilisé repose sur la loi mélange d'Erlang. Donc, la loi mélange d'Erlang, avant de parler de loi mélange d'Erlang, il faut parler de loi d'Erlang. Donc, la loi d'Erlang, c'est en fait une loi gamma où le paramètre de forme, ici R, est un entier strictement positif. Donc, une fois qu'on a connaissance de cette loi d'Erlang, la loi mélange d'Erlang, c'est en fait une somme de lois d'Erlang, tout simplement. Donc, on a la densité ici de la loi mélange d'Erlang et de la même manière, on peut obtenir la fonction de répartition de cette loi mélange d'Erlang. Donc, dans ce deuxième modèle à deux lois, la méthodologie pour la construction est un peu différente. On va d'abord sélectionner le seuil des extrêmes, U, et ensuite, on va fitter une loi mélange d'Erlang sur les sinistres compris entre le seuil de modélisation et le seuil des extrêmes U. Donc, les paramètres sont estimés que sur ces sinistres-là, les paramètres de la loi mélange d'Erlang. Ensuite, on va fitter une loi de Pareto généralisée sur les données supérieures au seuil et on va obtenir une densité comme combinaison convexe de la loi mélange d'Erlang et de la loi de Pareto généralisée. Donc, de la même manière, on obtient une formule pour la fonction de répartition qui permet d'estimer le coût moyen à charge de la réassurance ensuite pour n'importe quelle tranche. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie application où on va illustrer l'application de ces modèles sur des données réelles issues d'une cédante européenne. Le traité étudié est un traité dommage aux biens avec une structure par risque. Voilà, donc on va voir ensemble, on va dérouler la modélisation ensemble. Donc la première étape, lorsque l'actuaire souhaite effectuer une tarification en réassurance, est la mise en ASIF. Cette étape consiste à redresser les sinistres passés selon un certain indice pour pouvoir comparer le coût de chaque sinistre sur une même base. Donc, dans cet exemple, c'est l'indice du prix à la consommation qui est utilisé. Bien sûr, cet indice dépend de la branche à laquelle appartient le traité. Ensuite, une fois que les sinistres sont donc comparables sur une même base, donc mis en ASIF, l'actuaire s'attache à analyser quelques statistiques descriptives des données. Donc, les données ici utilisées sont typiques des données auxquelles le pôle de tarification de Covea a affaire en réassurance. Donc, à savoir qu'il y a peu de sinistres, très peu de sinistres, donc ici 31. Les montants sont étalés, donc on part d'un plus petit sinistre à 62 000 € jusqu'à un grand sinistre à 32 millions. Et les sinistres sont répartis de manière globalement homogène. Donc, je rappelle que le coût à charge d'une tranche de réassurance, c'est l'air au-dessus de la fonction de répartition, ou par équivalence, l'air en dessous de la fonction de survie. L'objectif, c'est donc d'approcher la fonction de distribution empirique des données par une fonction de répartition continue, dans le but de pouvoir estimer convenablement le coût à charge de n'importe quelle tranche de réassurance. La première étape consiste à sélectionner la meilleure distribution pour représenter l'ensemble des sinistres. Cette loi va être ensuite utilisée pour modéliser les sinistres sous le seuil du modèle à deux lois usuel. Donc, pour sélectionner la meilleure loi, différents outils ont été implémentés. Le premier outil qui peut être utilisé est le graphique quantile-quantile.
Ce graphique consiste à représenter les quantiles empiriques en fonction des quantiles théoriques de la loi testée. Et une condition nécessaire pour valider la loi testée est l'alignement des points selon la bisectrice du graphique. Donc, si on regarde sur ces données-là, on constate que le QQ-plot de la loi exponentielle a une allure concave, ce qui témoigne du fait que la loi sous-jacente a une queue plus épaisse. À l'inverse, le QQ-plot de la loi de Pareto a une allure convexe, ce qui témoigne du fait que la loi sous-jacente a une queue plus fine. Et si l'on regarde le QQ-plot de la loi log normale et Vébule, on se rend compte que les points sont sensiblement alignés et donc a priori, ces lois semblent adaptées pour modéliser les sinistres. Mais à ce stade, il est encore difficile de dire quelle est la meilleure loi entre log normal et Vébule. C'est pourquoi d'autres outils ont été implémentés. Le premier outil qu'on peut regarder ensuite, ce sont les résultats des tests statistiques. Donc, les tests statistiques qui ont été utilisés ici sont celui de Kolmogorov-Smirnov et d'Anderson-Darling. Donc, l'idée de ces tests, c'est de calculer une distance entre la fonction de répartition empirique et la fonction de répartition théorique testée. Et en fonction de cette distance, avec les tests, on va pouvoir accepter ou refuser la loi. Donc, dans cet exemple, on constate que c'est bien seule la loi de Vébule et log normal sont acceptées pour modéliser l'ensemble des sinistres. Mais pareil, à ce stade, avec la valeur des tests et du QQ-plot, il est encore difficile de savoir quelle est la loi la plus adaptée. Et donc, on peut avoir recours à d'autres critères. Donc ici, ce sont des critères numériques. Donc, on a le critère du MSE, donc l'erreur quadratique moyenne, qui est simplement une mesure des écarts au carré entre la fonction de répartition empirique et la fonction de répartition théorique. Et le critère de l'AIC, qui est lui basé sur la vraisemblance de l'échantillon avec l'introduction d'une pénalité. Et donc ici, en regardant ce critère, on arrive à différencier quelle est la meilleure loi entre Vébule et log normal. A priori, ce serait la loi log normal, parce que c'est avec cette loi que ces critères sont minimisés. Et enfin, dernier outil disponible, évidemment, c'est la comparaison graphique entre les fonctions de répartition empiriques et théoriques. Donc, si on a en tête que le coût à charge de la réassurance, c'est l'aire au-dessus de la fonction de répartition, on constate qu'avec la loi de Vébule, donc ici la courbe bleue, on va avoir tendance à surestimer le coût. Donc, si on regarde l'air au-dessus, on voit bien qu'au-dessus de la courbe bleue, il y a plus d'air qu'au-dessus de la courbe rouge. Donc, on va avoir tendance à surestimer le coût. Donc, on va, pour ces données-là, sélectionner la loi log normal pour modéliser les sinistres. Cependant, on se rend compte qu'au-delà de 20 millions, l'air au-dessus de la fonction de répartition de la loi log normal est très faible, voire nul. Donc, on va avoir des problèmes pour estimer le coût moyen à charge de la réassurance dans des tranches faisant intervenir la queue de distribution des sinistres. Et donc, pour pallier à ce problème, on construit le modèle à deux lois. Donc, dans le modèle à deux lois, on va avoir d'une part la fonction, donc la loi log normal pour modéliser les sinistres inférieurs au seuil et une loi de Pareto généralisée pour modéliser les sinistres supérieurs au seuil. Pour construire ce modèle, on doit donc déterminer le seuil des extrêmes. Donc, pour déterminer le seuil des extrêmes, comme j'ai dit, il y a différents outils graphiques qui sont proposés. Donc ici, je vais vous présenter le graphique de Hill. Donc, le Hill plot repose sur la propriété de stabilité de l'indice des valeurs extrêmes de la loi de Pareto généralisée. Donc, avec ce graphique, on doit déterminer le plus petit nombre d'excès à partir duquel le graphique se stabilise. Et donc, on voit ici qu'il y a plusieurs seuils qui semblent être candidats, mais le choix n'est pas forcément unanime et deux actuaires pourraient choisir deux seuils différents. C'est pourquoi on a recours à plusieurs outils. Un autre outil qu'on peut regarder, c'est le mean excess plot. Lui, cet outil-là repose sur la propriété de linéarité de la loi de Pareto généralisée. Et sur ce graphique, on doit déterminer le plus petit seuil à partir duquel les points se comportent de manière linéaire. Donc, de la même manière, on voit qu'il y a plusieurs seuils qui semblent être
candidats. Et donc, de cette manière, avec les différents outils, donc les autres outils utilisés reposent sur les propriétés, sur les mêmes propriétés que le healplot. Donc, je ne les ai pas remis ici, mais c'est le même principe. Et donc, on arrive, en regardant ces différents outils, à une liste de seuils convenables. Et pour ces données-là, il y a un seuil qui a été commun aux différents outils et le seuil de 1 205 000. Donc, c'est ce seuil-là qui va être utilisé pour construire le modèle à deux lois. Donc, dans ce cas-là, 35% des données vont être considérées comme extrêmes et ces 35% de données représentent 83% de la charge. Donc, une fois qu'on a la loi sous le seuil des extrêmes, le seuil et les différents paramètres estimés, on peut construire la fonction de répartition et réaliser une première analyse graphique de notre modélisation. Donc, à gauche, ici, pardon, c'est à gauche, oui, c'est la modélisation sous le seuil des extrêmes. Donc, la fonction de répartition du modèle à une loi et du modèle à deux lois est identique par construction. Donc, c'est ce qui était voulu. Le modèle d'Erlang, lui, donc la modèle à deux lois basée sur le modèle d'Erlang, semble légèrement plus prudent tout en étant plus proche de la sinistralité observée. L'écart entre ces modèles va s'accentuer lorsqu'on s'approche du seuil des extrêmes ici. Et cela s'explique par le fait que dans le modèle à deux lois usuelles, la loi sous le seuil des extrêmes est estimée, enfin, les paramètres de cette loi sont estimés sur l'ensemble de la sinistralité, y compris sur les données supérieures au seuil. Et donc, en s'approchant du seuil des extrêmes, la loi va tendance à être tirée vers le bas due à cette modélisation sur l'ensemble des sinistres, contrairement à la loi au modèle à deux lois basé sur la loi d'Erlang, qui, elle, les paramètres sont estimés sur uniquement les sinistres entre le seuil des modélisation et le seuil des extrêmes. Ensuite, si l'on regarde la modélisation supérieure au seuil des extrêmes, donc le graphique à droite, on constate que jusqu'à 5 millions, à peu près, ici, le modèle d'Erlang est moins prudent, mais semble plus en adéquation avec la sinistralité observée. Ensuite, pour les sinistres supérieurs à 5 millions, les modèles à deux lois sont plus prudents que le modèle à une loi. Donc, on voit ici en regardant par exemple l'air au-dessus de la courbe. Et on constate que tout à l'heure, avec la loi log normale, l'air au-dessus de la fonction de répartition, donc l'air au-dessus de la courbe bleue, est quasiment nul. Donc, ça posait problème pour estimer le coût moyen dans les tranches hautes, alors que dans le modèle à deux lois, dans les modèles à deux lois, on constate que cet air n'est pas nul. Et donc, on va pouvoir calculer plus facilement un coût moyen dans les grandeurs qui appartiennent à la queue de distribution. Donc, c'est tout l'intérêt du modèle à deux lois. Donc, ça, c'est la première analyse graphique qu'on peut faire. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est de calculer certaines quantités en fonction des modèles. Donc, ici, la première quantité qui est estimée en fonction de ces modèles, c'est les quantiles. Donc, on constate, en regardant ces tableaux, que les quantiles estimés du modèle à deux lois usuel sont supérieurs aux quantiles estimés du modèle à une loi. Donc, en fait, le modèle à une loi sous-estime le risque, en particulier dans les tranches hautes, et ça s'explique par le fait que la distribution log normale est une loi à queue fine, contrairement au modèle à deux lois où la queue de distribution est modélisée par une loi de Pareto généralisée à queue épaisse. Ensuite, si l'on regarde les premiers quantiles du modèle d'Erlang, ils sont relativement proches des quantiles empiriques, tout en étant... Voilà, sont relativement proches des quantiles empiriques. De manière générale, on voit que le modèle à deux lois usuel va avoir tendance à surestimer le risque par rapport au modèle d'Erlang. Voilà. Outre le simple fait d'obtenir des estimations ponctuelles pour ces quantités, il peut être intéressant également d'obtenir des intervalles de confiance pour ces quantiles
et ainsi à avoir conscience de la volatilité qui entoure nos estimations. Donc ici, on a construit des intervalles de confiance pour ces mêmes quantiles et on constate que ces intervalles de confiance sont d'autant plus larges que le quantile étudié fait intervenir la queue de distribution des sinistres. Donc, ces intervalles de confiance, ils sont très larges, mais ils permettent de faire prendre conscience à l'actuaire qui effectue la tarification que ces estimations sont sujettes à une certaine volatilité, et cette volatilité s'explique par le fait que en réassurance, il y a peu de données disponibles et donc les paramètres estimés sont sujets à une volatilité importante. Une autre manière de comparer les modèles entre eux est évidemment d'estimer le coût moyen à charge de la réassurance pour différentes tranches. Donc ici, la première tranche concerne la sinistralité sous le seuil des extrêmes. Donc, le seuil des extrêmes choisi est de 1,2 million, donc on fait bien intervenir la sinistralité sous le seuil des extrêmes. Donc, pour le modèle à deux lois et le modèle à deux lois usuel, le coût moyen pour cette tranche sont identiques, donc ça c'était voulu par construction. Le modèle d'Erlang, lui, va estimer un coût sensiblement proche. La deuxième tranche, elle, fait intervenir la sinistralité de part et d'autre du seuil des extrêmes. Donc, l'estimation du coût à charge est proche entre les différents modèles. Les tranches moyennes T3, T4, T5 font intervenir uniquement la sinistralité supérieure au seuil des extrêmes. L'écart entre le modèle à une loi et le modèle à deux lois croît très rapidement. On voit qu'effectivement, les écarts croient très rapidement, plus on s'approche de la queue de distribution des sinistres. Ensuite, les dernières tranches, donc T6, T7, T8, sont des tranches qui font des tranches très hautes qui font intervenir vraiment la queue de distribution des sinistres, avec même T8, T7 et T8 qui sont des tranches non travaillantes. Et donc là, on voit que le modèle à une loi va sous-estimer nettement le risque par rapport au modèle à deux lois. Et donc ça rejoint le fait que dans le modèle à une loi, on va sous-estimer le risque parce que la loi utilisée est une loi à queue fine qui ne permet pas de refléter convenablement le risque. Et donc l'intérêt des modèles à deux lois, c'était de construire une fonction de répartition à queue épaisse afin de pouvoir évaluer plus justement le risque des tranches hautes non travaillantes. Et on constate ici que globalement, le modèle d'Erlang, c'est un bon compromis entre le modèle à une loi et le modèle à deux lois. Et si l'on regarde le modèle à deux lois, enfin les deux modèles à deux lois, on constate que dans la queue de distribution, on va avoir des coûts qui convergent vers des valeurs sensiblement proches. Ensuite, ce qui peut être intéressant de regarder, c'est la sensibilité des estimations des coûts moyens à charge en fonction de la valeur du seuil des extrêmes choisi. En effet, on a vu que le choix du seuil des extrêmes n'est pas simple en pratique, malgré le fait qu'il y a différents outils qui existent. Et donc, il peut être intéressant de construire les modèles à deux lois avec différents seuils des extrêmes. Donc, c'est ce qui est fait ici. Il y a plusieurs seuils des extrêmes qui ont été choisis, donc ils sont en lien avec ceux qui étaient candidats à être le seuil. Pour ces seuils, on a construit le modèle à deux lois et on estime le coût moyen à charge pour différentes tranches de réassurance. Si on lit ce tableau en colonne, comme ça, on constate que plus la tranche est importante, plus la tranche étudiée fait intervenir la queue de distribution des sinistres, plus l'écart d'estimation entre les 5 seuils est important. On passe de 29% à 131% pour la tranche la plus haute. En revanche, si on se concentre sur les 3 derniers seuils, on constate que cet écart maximum n'excède pas les 9% sur la tranche la plus haute, une tranche qui n'est même pas travaillante, Et donc, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que déjà, le choix du seuil peut avoir un impact important sur nos estimations. Si on prend un seuil trop faible, donc ici, typiquement, le seuil de 900 000 et de 1 million, on va sous-estimer le risque
dans les tranches faibles et on va le surestimer dans les tranches hautes. Donc, au final, la modélisation n'est pas bonne. Alors que si on choisit un seuil suffisamment grand, on se rend compte qu'au final, à partir d'un certain seuil, on peut prendre un seuil plus grand, mais nos estimations vont quand même se stabiliser. Et donc ça rejoint en fait la propriété de stabilité de la loi de Pareto généralisée. Voilà, donc le choix du seuil est important et il faut en avoir conscience. Et enfin, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de regarder les coûts moyens qu'on estime avec notre modélisation et le coût moyen fourni par la cédante. Et donc ici, il y a différentes tranches de réassurance, donc qui sont des tranches sur des données réelles. On a le taux de la cédante, qui est donc un indicateur pour tarifer la tranche, et on a ce même taux obtenu à l'aide de nos modélisations. Donc on se rend compte qu'en utilisant le modèle à une loi, comme c'était le cas initialement avant tous ces développements, on se rend compte que pour ces tranches-là, on était quand même très éloigné, on était éloigné des taux de la cédante. Et donc, effectivement, ensuite, c'est quand même difficile de proposer un tarif lorsque on n'arrive pas à juger le risque de façon correcte, ou au moins d'avoir confiance en sa tarification. Si on utilise donc les modèles à deux lois, on se rend compte que le taux obtenu se rapproche des taux de la cédante et donc on va avoir une modélisation qui va permettre d'avoir plus de confiance en notre modélisation. Voilà. Donc, les bénéfices de l'étude sont nombreux. Le premier qu'on peut citer, c'est l'introduction de nouvelles distributions. Donc, initialement, seule la loi de Pareto était utilisée. Dans certains cas, elle n'était pas adaptée, mais il n'y avait pas d'autre alternative disponible. Donc, on a ajouté des nouvelles distributions. L'inconvénient de ces nouvelles distributions est que ce sont des lois à queue fine, mal adaptées pour représenter le risque dans les tranches hautes. Et donc, on a décidé de construire des modèles à deux lois basés sur la théorie des valeurs extrêmes qui permettent d'alourdir la queue de distribution des sinistres à l'aide d'une loi de Pareto généralisée. Et enfin, le troisième point, c'est que tous ces développements très théoriques ont fait l'objet d'une mise en pratique avec le déploiement d'une application de modélisation que je vais vous présenter juste après. En revanche, durant cette étude, donc, il y a eu certains points de vigilance qui ont été perçus. Le premier, c'est le choix du seuil des extrêmes. Donc, comme on l'a vu, malgré le fait qu'il y a des outils à notre disposition pour le déterminer, on constate que le choix du seuil n'est pas forcément unanime et deux actuaires pourraient choisir deux seuils différents. Et donc ça, il faut en avoir conscience puisque nos estimations sont quand même sensibles à la valeur de ce seuil. Ensuite, dans le contexte de la réassurance, on a peu de données disponibles en général et donc nos modèles sont très sensibles au nombre d'observations. Donc ça, on l'a vu avec la construction des intervalles de confiance sur les quantiles. Et ensuite, l'intérêt du modèle à deux lois, il est réduit lorsque la loi sous le seuil est à queue épaisse. Donc, typiquement, si initialement on avait une loi de Pareto qui permettait de représenter convenablement les données, il n'y a pas d'intérêt à aller alourdir la loi de Pareto par une nouvelle loi de Pareto généralisée, parce que la loi de Pareto est une loi à queue épaisse. Et enfin, il y a différentes pistes à explorer. Pour alourdir la queue de distribution, on a construit un modèle à deux lois basé sur la théorie des valeurs extrêmes, donc avec la loi de Pareto généralisée, mais on aurait pu alourdir la queue de distribution en utilisant des mesures de risque de Wang qui utilisent des fonctions de distorsion pour alourdir la queue de distribution. Et enfin, de la même manière que la méthode de Burning Cost n'est pas adapté pour tarifer toutes les tranches de réassurance, donc en particulier les tranches non travaillantes, il arrive que l'approche probabiliste n'est pas non plus adaptée et donc il faut avoir recours à d'autres méthodes de tarification, notamment une méthode basée sur l'exposition du portefeuille. Voilà. Donc voilà pour la présentation
théorique. Je vais maintenant vous présenter rapidement l'outil qui a été mis en place et qui permet d'utiliser ces différents développements théoriques. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, l'outil repose sur l'interface AirShiny. Donc, la version que je vous présente là, ce n'est pas la dernière version. Je ne peux pas vous présenter la dernière version, mais voilà. Donc, dans cet outil, on a en fait un onglet qui permet de sélectionner nos données. On va avoir ensuite un second onglet qui va permettre d'analyser quelques statistiques descriptives sur les données. Donc, on va avoir ici le minimum de l'échantillon, le maximum, la moyenne, le nombre de sinistres, la médiane. On va avoir un histogramme qui permet de regarder comment sont répartis nos sinistres. Et on peut ici rentrer le seuil de modélisation. C'est-à-dire, en dessous du seuil de modélisation, on ne va pas considérer les sinistres pour la modélisation. Donc, ici, on peut rentrer une valeur de seuil. Donc, ici, j'ai mis 60 000. Ensuite, on va avoir un second onglet qui permet de sélectionner la meilleure loi pour fitter l'ensemble des sinistres avec les différents critères qui ont été présentés. Donc, les graphiques quantile-quantile, les résultats des tests statistiques, la valeur de l'erreur quadratique moyenne et la valeur de l'AIC et du BIC. En dessous, on va avoir la fonction de répartition avec la loi qu'on sélectionne, donc pour regarder si la modélisation est bonne. Donc ici, typiquement, c'est la loi log normale qui était la meilleure. Et si je reprends donc, au début, seule la loi de Pareto était disponible dans l'outil de tarification initiale. Et donc, ce qui fait que sur ces données-là, voilà ce que ça aurait donné comme modélisation si on aurait utilisé la méthode probabiliste. Donc, on se rend compte qu'entre la loi de Pareto et la loi log normale, il n'y a rien à dire, c'est la loi log normale qui modélise le mieux les sinistres. Donc ici, on retient donc la loi log normale. On va pouvoir ensuite sélectionner le seuil des extrêmes à l'aide donc, des différents outils, donc le hill plot, le min excess plot, la suggestion du Gerstinger plot, c'est un outil qui n'est pas basé sur la théorie des valeurs extrêmes, mais qui présente l'avantage que le seuil des extrêmes se lie à l'intersection de deux droites. Donc, il n'y a pas à se poser de questions, c'est assez simple de déterminer le seuil. Et donc, ça permet, en mettant cette valeur ici, ça permet d'avoir au moins une première idée du seuil qu'on pourrait sélectionner. Et donc, la barre en bleu ici, c'est le seuil suggéré par le Gerstinger plot. Ensuite, on peut ici renseigner le seuil qu'on sélectionne. Donc ici, j'ai mis 1,2 million. Et on a ces graphiques en dessous qui nous présentent la proportion du nombre de sinistres supérieurs au seuil des extrêmes et inférieurs. Et ici, la charge correspondante. Donc en mettant un seuil à 1,2 million, on a 35% des sinistres supérieurs au seuil qui représentent 82% de la charge. Enfin, cet onglet permet donc de regarder la modélisation supérieure au seuil des extrêmes, donc de voir que la modélisation est correcte. Et enfin, on va voir ce dernier onglet qui permet de comparer la modélisation à deux lois et à une loi. Et enfin, dernier onglet qui permet d'obtenir des taux de réassurance en rentrant une assiette de primes et la tranche de réassurance à tarifer. Donc ici, j'ai mis une tranche de 10 millions en excès de 10 millions. Et évidemment, on constate qu'avec la loi log normale, le taux est beaucoup plus faible que dans le modèle à deux lois, parce que la loi log normale, encore une fois, est une loi à queue fine, contrairement à la loi de Pareto généralisée. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser dans le chat et je vais y répondre. Je lis vos questions. Donc j'ai une première question. Comment déterminez-vous le coefficient de pondération dans le modèle d'Erlang? Alors, dans le modèle d'Erlang, effectivement, il y a un coefficient de pondération alpha, voilà, ici. Donc oui, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais ce coefficient de pondération, nous, le choix qui a été fait pour le déterminer, c'est d'utiliser la proportion du nombre de sinistres inférieur au seuil des extrêmes.
tout simplement. Mais il y a d'autres façons de sélectionner ce coefficient. On peut notamment imposer certaines contraintes et utiliser des algorithmes d'optimisation. Je lis encore vos questions. Donc, je lis vos questions, mais il y a pas mal de... Donc là, je vois une question. Comment déterminez-vous les intervalles de confiance des quantiles? Donc, dans le modèle à une loi, les intervalles de confiance sont déterminés par une méthode de bootstrap, du bootstrap percentile. Alors que dans le modèle à deux lois, on va utiliser la méthode delta qui est basée sur les propriétés asymptotiques des paramètres de la loi de Pareto généralisée. Voilà. Donc ensuite, il semble que la tranche T4 n'est pas consécutive avec la tranche T3 dans l'exemple que j'ai fait. Oui, j'ai pas mis des tranches consécutives, enfin, c'était voulu. J'ai mis des tranches, on va dire, fictives pour estimer les coûts moyens, donc c'était voulu. Ce n'est pas vraiment une erreur. Donc ici, les tranches ne sont pas consécutives, mais c'est normal. Voilà. Je regarde si je vois d'autres questions. Alors, si nous avons beaucoup de données, on serait obligé d'étudier les lois de fréquence. Effectivement, ici, donc on a fait le choix vraiment de se concentrer sur la sévérité sans tenir compte de la fréquence. Donc, toutes les comparaisons ici sont faites hors fréquence. En fait, on la suppose unitaire. Mais effectivement, si on veut vraiment revoir complètement la modélisation, il faudrait également revoir la modélisation de la fréquence et ne pas utiliser seulement la loi de Poisson. Voilà pour les questions. Voilà pour les questions. Je vous remercie donc de votre attention et je vous souhaite une bonne après-midi.